On va parler de social media, de notre étude France qui est sortie, de données, de tendances, de performances. L'idée étant de vous livrer, bien sûr, non pas qu'un classement, mais bien une analyse globale de la présence des destinations françaises aujourd'hui sur les réseaux sociaux en France et plus largement sur le digital et plus largement même sur l'évolution du tourisme et de sa communication. Donc je suis Nicolas de Dianous, donc je suis le cofondateur de l'agence We Like Travel. Vous nous connaissez probablement pour nos baromètres et depuis plusieurs années pour nos études. Les études sont réalisées donc par notre équipe avec une équipe, une équipe dans l'équipe qui est composée de 3 personnes, data analystes, que je salue, l'équipe qui nous regarde, Claire, Oriane et tous les autres, qui sont spécialisés dans l'analyse des performances, l'analyse des données des destinations touristiques en France, mais aussi des destinations étrangères en France. Le Festival du Portugal est présent parmi nous d'ailleurs. Et bien sûr l'analyse des tendances, l'analyse des signaux faibles et de tout ce qui fait que le comportement des touristes, l'analyse des comportements des utilisateurs, des phénomènes de société, de l'utilisation du digital par les jeunes, par exemple, par les familles ou par d'autres types de clientèle, a un impact sur la communication, comme l'évolution des réseaux sociaux et des plateformes digitales a un impact sur les dépenses budgétaires, sur les opportunités de communication des marques du secteur du voyage. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que c'est dans les deux sens. Il faut analyser, bien sûr, depuis l'individu et depuis la société française, puisque vous communiquez majoritairement sur le marché français. Hein, on l'a sondé, 136 social media managers français qui ont confirmé que une très grande partie ne communique que sur la France pour l'instant. C'est quelque chose qu'on va voir tout à l'heure, mais l'international est aussi, Lionel, tu le sais bien, une opportunité importante. Et quand on accueille 89 millions de touristes étrangers en France, il faut s'en préoccuper. Dans cette étude qui vient de sortir hier, donc on a analysé 601 destinations pendant 1 an sur 3 réseaux sociaux, toujours avec des critères neutres. J'insiste, j'insiste, j'insiste. Ce sont des critères neutres, ce sont des données qui nous sont fournies par les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et Twitter. Ce sont les API qui fournissent ces données que nous téléchargeons avec 7000 pages connectées à nos outils, que nous analysons, que nous redressons et que nous consolidons dans un score qui est un algorithme, le score We Like Travel, autour de 15 indicateurs de performance et 30 paliers de notation par indicateur. On n'a pas vocation à faire la pluie et le beau temps du social media dans le tourisme, c'est pas l'objectif. La performance d'une destination, c'est pas un classement dans un baromètre, c'est juste un outil qui permet d'en savoir un peu plus sur là où on en est, le chemin qui reste à parcourir et surtout ce qu'il est possible de faire. Quand on n'a pas les moyens d'un CRT, évidemment, on ne peut pas tout faire, mais on peut se comparer à son voisin et on peut voir que on est plutôt bon ou on est plutôt en devenir sur certaines tendances et certaines compétences social media. On a interrogé donc 136 social media managers français de destination, de la montagne, de l'urbain, du littoral et du rural évidemment, donc doté, CDT, CRT. On a essayé d'aller aussi donc dans de la tendance et puis bien sûr de dresser le palmarès 2019 qui n'est pas le cœur de cette intervention mais que vous retrouvez donc dans l'étude qui est devant vous et qui est à télécharger, qui est à commander, pardon. L'habitude, l'étude n'est plus à télécharger, l'étude est à commander. Alors c'est une nouveauté. Nos études deviennent payantes parce que il y a une équipe, il y a un livre qui fait 180 pages, imprimé en papier, qui coûte cher, et que l'étude aujourd'hui elle coûte 149 €, qui couvre donc ses frais de travail. Il y a 4 mois de travail sur la réalisation de ce document. Et évidemment, pour les ET, il y a un prix spécial à 99 €. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Donc, ces résultats, évidemment, ils sont extraits. Tout ce que je vais vous dire, c'est extrait de l'étude. Évidemment, ce sera évidemment utile si vous ne l'achetez pas. Mais si vous souhaitez en savoir plus, j'en parlerai à la fin, on a une petite opération sur notre stand tout à l'heure et toute la journée. Un premier panorama très important pour introduire le sujet du social media, évidemment français. Il faut comprendre d'abord l'écosystème mondial. Les réseaux sociaux en France et l'utilisation des réseaux sociaux en France suit
une influence évidemment mondiale, d'un écosystème très polarisé autour de certaines plateformes, notamment Facebook, WhatsApp, Messenger et Instagram. Mais il ne faut pas oublier que les usages sont extrêmement importants aussi sur YouTube, sur certains marchés typiques comme la Chine, sur WeChat, que LinkedIn est en pleine santé, en pleine croissance. Il a donc évacué le sujet de la concurrence avec Viadeo, donc LinkedIn s'impose désormais totalement en réseau social majeur pour la promotion B2B et aussi pour le capital sympathie des marques et la marque employeur. Donc LinkedIn, les réseaux sociaux, c'est pas que du B2C, c'est aussi du B2B. Snapchat, bien sûr, pour les jeunes, qui est absolument incontournable. Hein. Ils ont des chiffres, en France notamment, extrêmement forts sur la pénétration auprès des jeunes donc de 13 à 25 ans notamment. Et puis un réseau social dont on parlait hier en conférence avec Anne Latayade pour parler des influenceurs. Anne Latayade qui est donc blogueuse de Papille et qui est l'une des personnes les plus actives sur Pinterest en France. Pinterest qui a gagné 50 millions d'abonnés d'utilisateurs en quelques mois et qui est une plateforme de niche mais qu'il faut vraiment essayer de travailler quand on peut. Donc vous voyez cet écosystème, il a la problématique de se dire qu'on ne peut pas aller partout, donc on choisit ses combats et qu'il faut se concentrer évidemment sur la France pour comprendre les audiences des réseaux sociaux en France, données donc par médiamétrie, dont on a fait une moyenne sur plusieurs mois pour avoir des chiffres stables. Et ces réseaux sociaux en France sont évidemment dominés, ces usages, par Facebook Messenger d'un côté et YouTube de l'autre, sans oublier bien sûr juste derrière, Instagram, WhatsApp et les autres. Vous voyez que Snapchat dont je parlais est redoutablement puissant auprès de certaines clientèles. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est le taux d'utilisation quotidien. Ça, c'est le histogramme bleu ciel. Sur YouTube, par exemple, les gens n'y vont pas forcément tous les jours, mais que sur Snapchat ou sur Facebook ou Messenger, la fréquence d'utilisation quotidienne est vraiment extrêmement importante, à plus des 2/3. Je le disais, oui, LinkedIn et Twitter sont des réseaux sociaux qui sont en bonne santé. Ce n'est pas la croissance absolue pour Twitter, mais vous pouvez constater si vous participez au tweet sur ET15, hashtag ET15, que Twitter est toujours l'un des canaux essentiels de la promotion publique, de la communication économique, et c'est l'un des seuls réseaux sociaux qui permettent de marier le B2B et le B2C ensemble. Il y a d'ailleurs des exemples très efficaces de la promotion de destination B2B et B2C sur Twitter. Alors, on a un écosystème qui est ultra dominé par Facebook. Facebook, aujourd'hui, possède 4 des 5 plateformes social médias mondiales avec plus d'1 milliard d'utilisateurs. Et l'écosystème cumulé de Facebook représente 2,7 milliards d'utilisateurs par mois. Avec donc Facebook.com, l'application Facebook en premier lieu, mais bien sûr Messenger, qui est une porte d'entrée immense pour vous tous sur la relation client et sur la conciergerie numérique. WhatsApp, qui est absolument pas utilisé par les destinations étrangères, françaises. Il n'y a quasiment aucun cas d'étude de marque de voyage qui utilise WhatsApp. Pourtant, WhatsApp a lancé il y a 1 an WhatsApp Business, qui est une offre absolument, c'est pas une offre d'ailleurs, c'est une possibilité pour les entreprises d'utiliser WhatsApp comme conciergerie avec un numéro de téléphone fixe. C'est extrêmement intéressant. Si vous êtes un office de tourisme par exemple, penchez-vous sur le sujet de WhatsApp Business. C'est vraiment une attente aujourd'hui sur le côté messagerie, on va en parler tout à l'heure. Et puis bien sûr, Instagram. Instagram, c'est le réseau social qui a eu la plus forte croissance. Rémi m'apporte les études, merci Rémi. Qui a eu la plus forte croissance de son, alors pas de son vivant si on compare avec les autres réseaux sociaux, il y a bien sûr encore plus puissant. Voilà les études, merci beaucoup. Elles sont ici si vous voulez les consulter, je vous les montrerai tout à l'heure. Instagram, c'est le réseau social qui fonctionne aujourd'hui en binôme quasiment inséparable de Facebook. C'est-à-dire que quand on a une petite équipe, des petits budgets, qu'on doit faire des choix drastiques sur les moyens, en fait, la stratégie des moyens qu'on déploie sur les réseaux sociaux, il y a un binôme qui est incontournable, c'est Facebook et Instagram. Il y a encore
8-10% des destinations qui ne sont pas françaises, qui ne sont pas sur Instagram. C'est beaucoup mieux, il y a eu énormément de progression en termes d'investissement sur Instagram, mais il y a encore un petit chemin à parcourir. On devrait être à plus que ça, à quasiment 100%, 100% étant le dénominateur commun de ces 600 destinations, c'est Facebook. Facebook est un réseau social controversé qui a traversé des crises un petit peu complexes, mais qui demeure le réseau social le plus utilisé en France. Certes, un peu moins par les moins de 30 ans. C'est clair qu'il y a une érosion extrêmement forte sur les moins de 30 ans, mais énormément par, non pas les seniors, mais les plus de 40 ans, les plus de 50 ans, les plus de 60 ans. Il y a vraiment une population sur Facebook qui a vieilli. C'est pas péjoratif. Ça veut dire qu'au contraire, pour la plupart d'entre vous, vos clients cibles directs sont sur Facebook. Donc Facebook n'est absolument pas mort. On disait les blogs sont pas morts, Facebook est pas mort. Ça fait des années qu'on le répète, mais Facebook se porte extrêmement bien avec 36 millions de Français qui y vont chaque mois et 22-23 millions de Français qui y vont chaque jour. Donc c'est pas du tout un réseau social qui bat de l'aile. Non, c'est pas du tout ça. Il y a par contre une érosion forte de sa croissance. Et oui, à partir du moment où tout le monde est dessus, il n'y a plus de croissance. C'est normal. Il y a un jour où ça s'arrête. Il y a une érosion de sa croissance et il y a une désaffection des clientèles jeunes. Aujourd'hui, ce qu'on dit, nous, quand on fait un schéma un peu simple, c'est pour toucher les moins de 30 ans, moins de 40 ans, on a besoin d'Instagram. Pour toucher les plus de 30 ans, 40 ans, on a besoin de Facebook. Si on doit splitter les choses comme ça. Dans le sondage qu'on a mené, on a interrogé les équipes des destinations françaises sur leurs priorités. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces 12 derniers mois? Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an dans les directions marketing et communication des destinations? Gros efforts sur Facebook et Instagram. Donc, ce que je vous disais se confirme. Il n'y a pas du tout de dérive là-dessus. Les destinations ont compris que ce binôme Facebook-Instagram était essentiel. Et pour les deux questions posées, on est à quasiment un taux de 100% de gros efforts qui ont été déployés ces 12 derniers mois pour être plus performants sur Facebook et Instagram. Ce sont les deux priorités, ce sont les deux efforts qui ont été mis en termes d'investissement, de stratégie de moyens sur ces deux réseaux sociaux-là. Très intéressant en troisième position, la moitié des personnes interrogées ont indiqué que leurs principaux efforts de l'année avaient été de produire des contenus de très bon niveau. Ça, c'est très intéressant, c'est une évolution de la production de contenu, de la stratégie de production de contenu et de l'internalisation de la stratégie de production de contenu. Quand on est notamment un office de tourisme, notamment avec des capacités de films, de photos, avec des content managers intégrés et pas que des community managers. Il y avait des reporters de territoire aussi qui avaient été formés pour ça. Aujourd'hui, effectivement, il y a énormément de destinations qui produisent leur contenu en interne. Le bilan moyen global est quand même pas très bon. C'est-à-dire que la qualité des contenus produits en interne est globalement pas encore au niveau. On va dire que là-dessus, il y a la montagne d'un côté, les autres destinations de l'autre. Si on doit faire un résumé assez basique de la situation, la stratégie des contenus des social media managers de la montagne et des content managers de la montagne est assez bluffante. Il y a quelques stations qui ont créé aujourd'hui des content factory. C'est un sujet qu'on aborde dans l'étude. Les content factory, c'est quoi? C'est comment on met la production de contenu au centre de son écosystème de communication et que cette content factory va tout simplement irriguer des contenus pour le print, pour le digital, pour le web, pour le site web, pour les réseaux sociaux, pour les écrans digitaux dans les aéroports, les gares et pour ceux qui font de l'affichage, etc. Donc la stratégie des contenus, elle n'est plus confiée à la personne en charge de la photothèque. Ça, c'était il y a 10 ans. Il y a vraiment aujourd'hui des pôles de content management qui sont extrêmement intéressants. Et puis, il y a aussi une analyse des flux touristiques qui montre que, compte tenu du volume de touristes accueillis par an, on est loin du potentiel de taille de communauté. Alors on dit, c'est pas la taille, machin, compteur de fans, tout ça. Non. Le but, c'est pas d'avoir le plus de fans possible. Mais vous allez voir les courbes.
quand on fait bien son travail de community management, quand on a une bonne stratégie social media, plus on a de fans, plus on a d'audience. Plus on a d'abonnés, plus on a d'audience. C'est mécanique. Si on est bon, si on n'est pas trop mauvais, malgré les algorithmes, si vous avez 100 000 fans, vous allez toucher beaucoup plus de monde. Et vous allez donc avoir un message en portée organique, notamment sur Facebook par exemple, qui va toucher beaucoup plus de monde que si vous en avez 10 000. Et on ne peut pas faire croire qu'avoir 100 000 fans, ça ne sert à rien quand on le fait bien. Ce n'est pas la vérité. Après, ce n'est pas un but en soi. Ça ne sert à rien de recruter des fans si on n'est pas organisé. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu démontrer autour d'une stratégie d'engagement, autour d'une stratégie de contenu et aussi avec un sens de qui on est, un sens éditorial. Et c'est d'ailleurs, on voit pas très bien, c'est 42% le dernier point. Revoir, 42%, revoir notre ligne éditoriale, notre stratégie de community management et ou notre branding. Ça a été, pour 42%, une très grosse priorité des destinations françaises. Je n'oublie pas, bien sûr, voilà, je le disais, donc ce recrutement qui a été efficace, puisque notamment sur Instagram, il y a certaines destinations qui ont gagné énormément d'abonnés et donc qui se sont constituées une communauté auprès d'une cible, je pense, pour certains, nouvelle. C'est-à-dire que, à mon avis, certaines clientèles jeunes n'avaient pas connaissance, et n'étant peut-être pas d'ailleurs utilisateurs de Facebook, se sont découverts une destination, se sont découverts un territoire grâce à Instagram et grâce aussi à la publicité sur Instagram. C'est un volet important sur la publicité. Alors tout ceci nous permet, conjugué aux analyses et aux données que nous avons, donc de dévoiler, je dirais en exclusivité, le palmarès donc des destinations en 2019, donc qui est basé sur le score We Like Travel, qui est, je le disais, un algorithme, et qui a remonté sur tous les indicateurs que je vous ai cités pendant un an, toutes les performances des 3 réseaux sociaux que je vous ai évoqués, sur 15 indicateurs de notation. Alors, le classement est ici. Les 3 meilleures destinations en France en 2019, ou du moins sur un an, sur 12 mois, et Savoie-Mont-Blanc en premier, l'Auvergne, donc qui est intégrée à Auvergne-Rhône-Alpes, en deuxième, bravo Lionel, et le Morbihan en 3e position. Suivent Auvergne-Rhône-Alpes, donc il y a une identité séparée en termes de promotion. Val Thorens, qui a remporté hier l'award du public avec sa super vidéo, mais quand on fait une super vidéo, c'est aussi le fruit d'un écosystème extrêmement puissant. Val Thorens a toujours été un des leaders des réseaux sociaux. Donc là, on peut les féliciter. Les îles de Guadeloupe qui maintiennent des très bonnes performances. Lyon qui a fait une très belle année aussi. La Plagne qui a gagné énormément de place. Bravo à l'équipe qui est là également. La Côte d'Azur qui a toujours été extrêmement bien placée. Et puis Paris, l'Office de tourisme de Paris qui a des communautés immenses évidemment et qui traite ces communautés aussi avec une approche forcément français-anglais. Je fais donc quelques slides pour vous montrer quelques classements. Voilà, c'est important, mais ce n'est pas uniquement le cœur du sujet ce matin. Juste un focus sur les départements. Là, vous voyez, il y a pas mal de régions. Là, on a fait un focus sur les départements. Donc, si on s'intéresse que au CDT, ADT, donc Savoie-Mont-Blanc, comme je l'ai dit en premier, le Morbihan en deuxième, le Vaucluse, qui a eu des très bons résultats, l'Anjou en 4e position et la Touraine en 5e position. L'écosystème des ADT est un des plus dynamiques aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'ils sont nombreux et ils sont assez dynamiques. On peut dire que le sujet du social media a été vraiment pris en main. Et puis pour terminer, le top 5 des offices de tourisme par catégorie. Donc montagne, littoral, urbain et rural. Voilà, vous pouvez voir que la montagne a des scores très élevés, que l'urbain aussi pour les grosses destinations comme Lyon ou Paris également. Et bravo, on va dire non pas aux petits, mais à ceux qui ont moins de moyens, qui ont des équipes plus modestes et qui arrivent ici avec des scores que je découvre pas avec vous, mais les classements sont tout frais. Donc on a aujourd'hui des destinations qui s'en sont bien sorties. Il est très clair que la montagne, donc comme j'ai dit, est vraiment très bien dotée en termes de moyens et de compréhension de l'écosystème.
et que la catégorie qui est la plus en retard, c'est les offices de tourisme ruraux. Donc le rural, aujourd'hui, est mal valorisé, se valorise mal lui-même, dispose a priori de moyens probablement plus modestes également, pourtant avec un capital sympathique qui est tout aussi fort. Brocéliande n'a pas à rougir devant d'autres destinations, par exemple. Donc c'est souvent un manque de moyens. Manque de moyens, c'est des budgets, c'est des femmes, des hommes, c'est des équipes, ça peut être des agences aussi. Évidemment que certaines destinations qui sont dans le top ici sont accompagnées par des agences. Il n'y a pas de miracle. Aujourd'hui, les meilleures destinations mondiales travaillent avec des agences. Voilà, on peut y arriver tout seul comme Val Thorens, mais forcément que nous et d'autres agences qui sont aussi présentes ici sont forcément de bons conseils dans certains cas quand on a du retard ou quand on a besoin de surperformer sur les réseaux sociaux. Et puis un classement par nombre de fans quand même si c'est pas la priorité. Donc dans le top 5 des régions, on a l'Alsace, Tahiti, l'Auvergne, Rhône-Alpes, l'île de la Réunion et puis le CRT Île-de-France. Dans les départements, Savoie-Mont-Blanc, le Morbihan, la Manche, le Vaucluse et la Provence. Et dans les offices, Lyon, Val Thorens, Paris, Tignes et La Plagne. Voilà, pour terminer avec les classements. Je crois qu'il y a quelques photos. Ça va, ça... Pas de surprise. Le nombre de fans, c'est l'indicateur le plus basique, hein. C'est peut-être le moins intéressant à analyser, c'est quand même important, mais c'est pas le plus central. Ce qui est intéressant à analyser, c'est qu'en mettant toutes ces destinations ensemble, ces 600 destinations, on peut corréler leur taux d'engagement et analyser ce qu'il est de bon ton aujourd'hui de critiquer, qui est l'algorithme de Facebook, et voir s'il a vraiment baissé. S'il a vraiment pénalisé les pages de marque. On critique beaucoup l'algorithme de Facebook pour les marques. Comme vous pouvez le constater, en fait, depuis septembre 2017, donc on est remonté sur 2 ans, il n'y a pas un précipice. Il n'y a pas de chute drastique du taux d'engagement des destinations. Ce n'est pas exact. Il y a une légère érosion, compensée évidemment par des moyens publicitaires pour certains, mais la chute n'est pas du tout spectaculaire. On peut même le dire qu'on est relativement stable autour d'1,5% d'engagement en moyenne sur les destinations françaises. Évidemment, cet engagement, oui, il est différent d'avant. Il est beaucoup tracté par la publicité. Mais Facebook, en fait, je pense qu'il y a eu une méprise au début quand on est allé sur Facebook. Facebook, c'est un média. Destination qui est dans la salle, ça fait des dizaines d'années que vous communiquez sur des médias. Vous savez que les médias, c'est payant. Donc aujourd'hui, comme on l'a entendu ces dernières années, s'offusquer de mettre de l'argent sur Facebook ou sur Instagram ou ailleurs, en fait, non, c'est un média. Et en plus, c'est un média qui vous apporte en majorité de la visibilité organique, c'est-à-dire de la visibilité gratuite. Je rappelle quelques chiffres. Hein. Savoie-Mont-Blanc, par exemple, grâce à leur communauté d'1 million de fans, ils touchent entre 5 et 10 millions de personnes uniques par mois sur les meilleurs mois, sans payer, en dehors des campagnes publicitaires. Et les mauvais mois, peut-être entre 1 et 5 millions de personnes uniques. Mais quel média dans le monde vous permet de faire ça? Aucun, en fait. Donc aujourd'hui, que Facebook serre un peu la vis auprès des marques et disent bon, bah, vous êtes gentils maintenant, vous allez payer pour être un peu plus visible. Et puis ceux qui sont pas bons, qui font des posts pas jolis, pas engageants, pas verticaux, parce qu'aujourd'hui 80% des usages Facebook c'est sur le mobile, pas vidéo, parce qu'aujourd'hui les attentes des utilisateurs c'est la vidéo, forcément l'engagement il s'effondre. Il y a des destinations dont l'engagement s'est effondré. Et il y a des destinations qui ont repris en main ça, qui ont modifié, comme on l'a vu au début, leur ligne éditoriale, leur stratégie de community management, leur stratégie de marque aussi, leur branding, comment on s'appelle. C'est important aussi, son identité. Et qui ont mis des moyens. Et ce n'est pas des moyens colossaux. Il y a des destinations qui mettent 5 € par poste pour juste booster un tout petit peu, toucher un peu plus de monde. Et ça marche. C'est extrêmement efficace. Et on va battre en brèche, du coup, un deuxième a priori sur Facebook qui est que l'audience totale des pages Facebook qu'on a analysées, on a analysé 63 pages Facebook dont on a accès, et je remercie les destinations qui nous ont laissé ces accès. 63 pages Facebook, c'est pas 10 pages.
63 pages Facebook, c'est représentatif quand même du panel. Ce n'est pas exactement le panel, c'est représentatif du panel. L'audience totale sur 2 ans de ces 63 pages a augmenté considérablement. Et non seulement elle a augmenté considérablement, mais en plus elle a augmenté de manière naturelle, organique. Et je vais même aller plus loin. Autour des 3/4, j'ai plus le chiffre exact, je n'ai pas mis le graphique, les 3/4 des community managers et social media managers sondés dans notre étude ont déclaré que leur performance Facebook était stable ou en hausse. Et je crois que c'est 40% qui ont dit, 42% qui ont dit que les performances étaient en hausse sur Facebook. Donc, je ne crois pas que il n'y a pas de malaise à propos de Facebook, mais il ne faut pas considérer que c'est toujours de la faute de Facebook, que Facebook est un voilà, c'est un bouc émissaire pardon, un peu facile. C'est ce que je voulais vous dire. Et ces chiffres sont très intéressants. Les chiffres que vous voyez à gauche, c'est des millions de personnes, c'est en milliers de personnes touchées sur le panel qu'on a retenu. Alors, pour retourner aux questions, au sondage, on a dit, mais alors, c'est bien ça, mais comment tu as fait pour être bon cette année dans les questions qu'on a posées? Comment vous avez fait? Qu'est-ce qui a été le plus efficace sur Facebook pour booster vos performances? 53%, sponsoriser les publications. C'est ce qu'il y a de plus performant, c'est une certitude. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire à chaque fois. Ce qui est parfaitement analysé et corrélé, c'est que en sponsorisant de temps en temps certaines publications, bien sûr, ça booste l'audience globale de la page et de ces publications-là, mais ça valorise et ça dynamise également l'audience et la portée des autres publications qui ne sont pas sponsorisées. On avait un schéma avec l'Australie du Sud qu'on a testé il y a quelques années, qui marche extrêmement bien, qui est qu'on sponsorise une publication par semaine. On fait entre 3 et 4 publications par semaine, puis on en sponsorise une. Celle qui a le plus gros potentiel, et non pas celle qui a le moins bien marché. Ça ne sert à rien de crier quand on n'a rien à dire. Donc essayez de sponsoriser une publication qui ne marche pas. Soit vous avez un truc très très important à faire passer et puis vous allez payer cher, mais ce n'est pas la stratégie. La stratégie, c'est au contraire de donner un coup de boost à des publications qui ont un fort potentiel et qui n'ont peut-être pas trouvé leur public ou pas assez. Ou alors, quand on veut faire ce qu'on appelle le carpet bombing, c'est-à-dire qu'on veut absolument s'appuyer sur un poste à forte viralité pour qu'il devienne ultra populaire. Et il y a ainsi des publications qui ont touché là cet été, parce que les algorithmes, vous allez voir, sont assez malicieux. Il y a certaines publications qui ont touché 10 millions de personnes sans pub ou avec très peu de pub. Il y avait des exemples de Serge Chevalier notamment qui a fait 2 vidéos cet été qui ont touché 4-5 millions de personnes sur un hasard en fait. Eux-mêmes étaient très surpris. Donc quand on est au bon moment, au bon endroit avec le bon contenu, c'est pour ça que vous voyez le deuxième indicateur, c'est que l'une des choses les plus efficaces, évidemment, c'est de publier des contenus plus beaux, plus séduisants, plus adaptés, des contenus réussis esthétiquement. Alors, évidemment que l'esthétisme, on en parlait d'ailleurs hier en atelier sur le marketing d'influence, c'est bien sûr aller chercher des contenus plus esthétiques, mais aussi des contenus plus authentiques. Vous, ce qu'on va attendre de vous, c'est des contenus d'abord plus esthétiques. C'est vrai que la globalité des lignes éditoriales des marques touristiques, hormis certaines destinations, c'est un peu disharmonieux quand même. Il n'y a pas de ligne graphique, il n'y a pas de ligne éditoriale photo, il y a peu de trame en fait, il y a peu d'âme. C'est rare d'avoir certaines destinations qui ont vraiment, ou certaines marques qui ont vraiment un écosystème photo qui est très très plaisant et qui est uniforme d'un bout à l'autre. On citait d'ailleurs Voyageurs du Monde par exemple, qui est dans la catégorie tour opérateur, ceux qui travaillent le plus leurs photos. Et il ne nous a pas échappé, évidemment, que la vidéo cartonne absolument, et ça fait déjà 2-3 ans, mais là, il y a eu encore des informations de Facebook sur le fait que la vidéo est d'autant plus valorisée, et qu'on a tout intérêt
à travailler son stock de vidéos, à booster le nombre de publications et bien sûr dynamiser le nombre de productions. Et ça veut dire qu'il faut s'entourer des talents, ça peut être des influenceurs, ça peut être des réalisateurs, et qu'il faut s'appuyer à fond sur la vidéo. C'est une très très forte attente de tous les publics aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que la photo ne fonctionne pas, je vais vous montrer un tableau après, mais sur Facebook, en tout cas, la vidéo est désormais vraiment prépondérante en termes d'attente, et les accroches, les audiences, les engagements sur la vidéo sont beaucoup plus forts. Et puis revoir la ligne éditoriale, comme je le disais. Le style rédactionnel, c'est un travail de fond, c'est un travail qui est peut-être un peu ingrat parfois, mais c'est long, mais il faut trouver sa voie, il faut trouver son écriture, et on ne peut pas arriver le matin, ça fait des années qu'on le répète, mais on ne peut pas arriver le matin et se demander ce qu'on va poster aujourd'hui, c'est pas possible. Il faut un planning éditorial, et dans ce planning éditorial, il y a aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup, c'est le fait de poster moins souvent. Alors attention, poster moins souvent, il faut voir que on part de très loin, parce qu'il y a certaines destinations qui font jusqu'à 100 posts par mois. C'est une stratégie de surpression médiatique à éviter absolument. Les seules personnes qui peuvent consommer 100 publications par mois, ce sont vraiment vos habitants, vos fans absolus, ceux qui sont amoureux de votre territoire et qui vont liker absolument tous les posts, comme les Finistériens par exemple. J'en ai plein dans mon équipe. Mais non, ça fonctionne pas très bien en fait. On est dans le less is more depuis plusieurs années, il faut continuer là-dessus. Il faut faire son travail de promotion touristique, mais il ne faut pas, je vais employer un terme, il ne faut pas saouler les fans, enfin, sincèrement. Travailler sa ligne éditoriale, travailler ses contenus, ça veut dire qu'on va poster moins de choses, mais qui vont faire beaucoup plus d'audience. Qu'on va travailler très spécifiquement le texte, l'image, la vidéo, le moment, l'emoji, le GIF, tout ce qu'on veut, mais qu'on va travailler vraiment sa publication pour en faire, allez, 2, 3, 4 par semaine, pas plus, pas moins. Pas moins non plus, sinon on ne fait pas son travail en fait. On n'utilise pas correctement les réseaux sociaux comme un outil de promotion touristique. Alors évidemment, il faut parler d'Instagram. Et Instagram a été l'une des plateformes où il y a eu le plus de croissance en nombre d'abonnés cette année. Paris domine beaucoup. Alors c'est vrai que sur Instagram, vous pouvez demander à des Instagrammeurs qui parlent de tout, qui publient un peu sur tout, qui voyagent un peu en France ou ailleurs. Il dit qu'il y a 2 catégories de publications pour les Instagrammeurs un peu voyage. Il y a celles qui parlent de Paris, il y a des photos de Paris d'un côté, et puis il y a les autres photos de l'autre. Quand on met une photo de Paris, je ne sais pas ce qu'il m'avait dit comme un peu tous comme engagement, mais c'est vrai qu'il y a un côté magique à Paris qui correspond bien à l'écosystème d'Instagram et à l'ADN d'Instagram. Pardon. Les effets secondaires du spritz. 545 000 abonnés au compte Instagram de Paris. Je crois que c'est l'un des comptes Instagram de ville les plus suivis au monde. Donc c'est évidemment une magnifique performance qui est composée évidemment de beaucoup d'étrangers. L'Île-de-France également, donc c'est à peu près le même compte, hein, sauf que ça parle aussi de l'Île-de-France. Et on retrouve, encore une fois, la montagne très représentée. 5 destinations de montagne dans le top 10 sur Instagram. Et Chamonix, qui a toujours été l'un des premiers sur Instagram, suivi de Valto. Très belle performance et croissance aussi de la Côte d'Azur. Et n'oublions pas l'outre-mer, qui est parfaitement représenté dans l'étude, avec Tahiti Tourisme, qui a 100 000 abonnés sur Instagram dans le monde entier. Donc c'est des comptes monde hein, qu'on voit ici. Certains sont animés uniquement en français, mais c'est vrai que l'une des particularités de ce top 10, c'est qu'il y a beaucoup de comptes qui sont animés dans les 2 langues, en français et en anglais, compte tenu du caractère international d'Instagram. Donc si votre cible, c'est vraiment que la France et que vos visiteurs sont vraiment très franco-français ou francophones, vous embêtez pas avec ça. Mais c'est vrai que les destinations que vous voyez devant vous sont vraiment très internationales et qu'Instagram est un canal très facile pour toucher ces clientèles qui recherchent, en arrivant sur place, des idées, qui utilisent la géolocalisation sur Instagram, qui regardent des stories géolocalisées. Et c'est vrai qu'ils sont, les clientèles étrangères, en très forte capacité de s'abonner à votre compte ou de suivre votre compte grâce à une ligne éditoriale aussi en anglais.
Je vais aussi rentrer sur une question là, qui a été posée sur l'âge des utilisateurs d'Instagram et qui pose la question très légitime des audiences qu'on trouve sur Instagram. Il y a beaucoup... Ah, ça va être compliqué là. Il y a beaucoup même de marketeurs parmi vous qui ont... J'évoquais les âges qui disaient ou qui ont dit que c'était très jeune. C'est pas tout à fait exact. Je vais y arriver. Alors, non, j'aurais dû prendre le serre-tête. Puisque dans les utilisateurs quotidiens d'Instagram, c'est-à-dire parmi les utilisateurs d'Instagram, par tranche d'âge, les utilisateurs qui ont, par exemple, plus de 45 ans, reviennent tous les jours. Beaucoup d'entre eux reviennent tous les jours. Ils ne se sont pas inscrits un jour comme ça pour voir, et puis voilà, c'est peut-être le cas de Snapchat par exemple. Mais sur Instagram, il y a un véritable usage, et c'est nouveau, des Français et des internationaux aussi, puisque c'est un chiffre international, qui n'est pas du tout jeune, qui est jeune, mais qui n'est pas que jeune. C'est un réseau social qui va suivre de toute façon la même ligne que Facebook. C'est un réseau social qui va vieillir. C'est un réseau social dont l'algorithme va se comporter exactement comme celui de Facebook, qui déjà se comporte comme celui de Facebook. Vous avez tous vu vos taux d'engagement un peu baisser sur Instagram, si vous les suivez. C'est normal. Quand il y a des dizaines, des centaines, des milliers d'annonceurs, de personnes qui s'abonnent entre elles, etc., vous le savez, il n'y a qu'un seul tuyau. Et ce tuyau, c'est le fil d'actualité. Et là, Instagram a sorti sa botte secrète volée à Snapchat, ce sont les stories. Et les stories, la magie des stories, c'est que ça ne fait pas un fil d'actualité, ça fait 2 fils d'actualité. Et c'est pour ça que tous les réseaux sociaux, quasiment, ont adopté les stories, on va en parler après, c'est que on a un fil d'actualité vertical et on a les stories horizontales. C'est un coup de génie et qui permet d'ailleurs aux marques et aux utilisateurs d'être actifs de 2 manières différentes. C'est quasiment 2 réseaux sociaux en un. Alors si on fait un petit match, on a fait un petit match, on a comparé les performances du volume d'interaction en fonction de la taille des comptes. Parce que on a beaucoup entendu qu'on avait beaucoup plus de performances sur Instagram. Non, c'est pas vrai. On n'a pas beaucoup plus de performances sur Instagram. Ce qui est vrai, c'est qu'on a beaucoup plus d'engagement sur Instagram. Mais les communautés étant ce qu'elles sont, le volume d'abonnés sur Instagram, aujourd'hui actuel, ne permet absolument pas de se dire qu'Instagram va remplacer une page Facebook pour un office de tourisme, un CDT ou un CRT. Les volumes sont tellement petits par rapport... vous êtes quand même tous depuis à peu près 10 ans sur Facebook, 8 ans pour certains. Donc il y a un travail sur des années. Les premières pages Facebook vraiment efficaces, elles ont été créées en 2009, ça fait 10 ans. Il y a un travail qui a été mené depuis 10 ans. Vous avez recruté des fans, vous avez constitué des communautés. Aujourd'hui, certes, le taux d'engagement sur Facebook est beaucoup moins élevé, jusqu'à 4 fois moins élevé que sur Instagram. Mais les volumes, et c'est là que la taille compte, les volumes d'interaction et de personnes touchées sur Instagram ne peuvent pas, et plafonnent, ne peuvent pas aller au-delà de ceux de Facebook, puisque les communautés sont beaucoup plus petites. Néanmoins, c'est intéressant d'analyser le fait qu'il y a une parité réelle, alors qu'il n'y a pas du tout de parité entre le nombre de fans et d'abonnés. Donc c'est vrai que, et ça montre d'ailleurs la puissance d'Instagram aujourd'hui à générer des interactions et à toucher des personnes très efficacement. Donc c'est vraiment un réseau social sur lequel il faut investir, et pas n'importe comment. En analysant plusieurs centaines de publications, plus de 1000, alors on en a rajouté, donc on va dire 1000, plus de 1000. On a décortiqué quel type de post, quel type de format, quel type de contenu a le plus d'impact. Et voilà la réponse. Sur l'audience touchée de plus de 1000 publications et sur le taux d'engagement. Donc l'analyse de mars à février a été bien sûr rallongée
depuis. Le titre n'a pas été modifié. C'est pour ça que l'étude est en précommande. Du coup, ça me tend la perche. L'étude est en précommande parce qu'elle est à peu près finie, mais pas tout à fait finie. Il reste encore 1 ou 2 interviews à intégrer et une relecture à faire. Et du coup, les chiffres à mettre à jour. Mais les chiffres sont bons. Et vous voyez que 2 leçons, 2 choses à retenir de ce graphique. Premièrement, que la vidéo est toute puissante dans l'audience. Les 3 types de publications qui touchent le plus d'audience, ce sont les vidéos. Vidéo horizontale, vidéo carrée et vidéo verticale. Et que les types de contenus qui génèrent le plus d'engagement, ce sont les contenus verticaux. Donc ce sont les 2 enseignements extrêmement forts, que le point ultime est atteint par la vidéo verticale. C'est comme ça qu'on touche le plus de monde et qu'on génère le plus d'engagement. Et la photo horizontale, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas morte, mais elle a un petit peu de plomb dans l'aile. Et on a effectivement une audience touchée et un taux d'engagement qui est plus faible, tout simplement parce qu'en fait, sur l'écran d'un mobile, la photo horizontale, elle n'occupe qu'une toute petite partie de l'écran, là où la photo verticale et la vidéo verticale occupent tout l'écran. Et donc en termes d'immersion, ce n'est pas du tout la même expérience. Il faut tenir ça en compte. Il faut tenir compte de ça plutôt. D'autres schémas fonctionnent bien. Il n'y a pas, encore une fois, de règle absolue. On a des très bons résultats parfois sur une photo horizontale, ça peut arriver encore. Mais les résultats sont quand même sans appel sur l'opportunité à saisir de s'adapter aujourd'hui à des usages verticaux et pas des usages horizontaux. Quand on a une banque d'images avec que des photos horizontales, on jette tout? Non, on ne jette pas tout. On fait appel à son content manager et on retravaille les contenus, ça s'appelle la stratégie des contenus. On mutualise les contenus et on les partage avec des personnes qui sont en capacité de retravailler ces contenus-là pour tailler dedans. Je le dis souvent, une photo horizontale panoramique, vous la découpez en 3, ça fait 3 stories. Ça fait 3 écrans de story. On peut même jouer avec ça. On peut faire du panoramique, on peut faire de la découverte d'un très beau paysage ou même d'un monument qu'on va couper en 3. Il faut être malin, en fait. Vous n'avez pas tous les moyens d'aller travailler avec des dizaines de producteurs de contenu, avec de la cession de droits. Non, vous avez des stocks d'images, il faut être malin dedans. Il faut retailler dedans, il faut jouer avec vos contenus et il ne faut pas tout refaire. Maintenant, c'est vrai que les codes de communication, les codes narratifs ont changé et qu'il y a une bonne partie des contenus de 2010, de 2005 que vous avez parfois dans vos photothèques et banques d'images qui n'est plus à jour et qui n'est plus adapté à ces usages-là, notamment parce que dans les stories qui sont devenues toutes puissantes, il y a une forte attente sur du temps réel. Du temps réel, c'est-à-dire de ce qui se passe ce matin, de ce qui s'est passé hier soir. Et ça, évidemment qu'on ne peut pas facilement envoyer de la photo d'il y a 10 ans ou d'il y a 5 ans en stories. Ça ne marche pas très bien. C'est pas crédible. Et la crédibilité, la recherche de confiance, vous l'avez tous compris, je crois, c'est un des critères essentiels des utilisateurs des réseaux sociaux aujourd'hui qui suivent des marques. Ils sont en recherche de confiance. Et il y a une crise de confiance entre les utilisateurs et les marques. C'est pour ça que les influenceurs sont si puissants aujourd'hui, c'est qu'ils sont crédibles. Et qu'en faisant notre autopromotion, tous, on n'est pas du tout aussi crédibles que des personnes tierces. La stratégie des contenus, c'est donc travailler son identité, sa ligne éditoriale. La créativité. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières pubs Instagram. C'est ultra créatif. Les attentes des plus jeunes Français et des plus jeunes Européens, au moins, on va dire, c'est la créativité. C'est pour ça que Snapchat cartonne. C'est pour ça qu'Instagram va absolument vers cette ère d'édition, de filtres,
de réalité augmentée, de GIFs, de stickers, etc., de la gamification, parce que la créativité, c'est une très très forte attente et c'est aussi un accomplissement des plus jeunes générations. Quoi qu'il en soit, l'indicateur créativité est très facilement mesurable dans la performance des publications. Créativité, c'est pas faire un truc forcément génial au sens sophistiqué du terme. C'est d'abord faire quelque chose de beau. Et troisième pilier, les publicités. La performance, elle est là. Non, elle n'est pas là. Eh bien, elle est là. Elle est au milieu de tout ça. La stratégie des contenus performantes, aujourd'hui, qu'on voyait dans la slide d'avant, qui permet aux meilleures destinations de réussir. Tous ceux qui sont très bien classés dans nos classements, tous ceux qui réussissent, qui ont des audiences considérables, réunissent ces trois composantes de l'identité, donc de la ligne éditoriale et de ce qu'on raconte, de la créativité des contenus et des campagnes aussi, et des initiatives, et bien sûr d'un volet publicitaire fondamental. Sans publicité, il n'y a pas de succès ou difficilement du succès. Je parlais des stories, donc voilà quelques chiffres sur l'explosion des chiffres des stories que vous pouvez retrouver dans l'étude. On a fait une grosse partie sur les stories. C'est clairement une explosion hein. Quand on voit depuis 2 ans les taux d'utilisation et les volumes d'utilisation des stories, 500 millions d'utilisateurs quotidiens des stories pour Instagram, c'est monumental. Je pense qu'ils vont annoncer, parce que les chiffres datent déjà d'avril, je pense qu'ils vont annoncer bientôt des nouveaux chiffres d'utilisation des stories dans le monde. À mon avis, ça va être costaud. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, vous avez des gens qui mettent en story le fait qu'ils ont fait un post sur Instagram. En fait, les influenceurs notamment, ils ont tellement plus ou moins d'engagement sur leur post dans le fil d'actualité qu'ils publient une stories pour dire aux gens « Eh oh, on sait que vous allez dans les stories, mais n'oubliez pas d'aller liker mon post aussi. » Ça prouve bien qu'il y a un vrai engouement pour le phénomène des stories, qui sont donc quoi? Des contenus très courts, donc fixes ou animés, mais qui durent 15 secondes, très peu de secondes, ça dépend de la durée que vous fixez, mais qui sont dans l'obsolescence, sont des contenus théoriquement, je dis bien théoriquement parce qu'on peut les épingler, mais c'est des contenus théoriquement jetables. Et c'est une grosse attente. Ça veut dire que dans la compréhension d'un élu ou d'un décideur qui vous dit, à qui vous demandez des budgets pour aller faire des contenus qui vont disparaître au bout de 24 heures, faut être assez bien armé dans son argumentaire pour expliquer ce qui va se passer, parce que c'est un petit peu... Voilà. Encore une fois, c'est le recyclage des contenus qui est malin. Quand vous faites quand vous faites des stories avec plusieurs écrans, évidemment que les contenus que vous allez publier, il faut les garder, il faut les utiliser ailleurs. Il faut être malin en fait dans votre stratégie des contenus et transversal. Il y a des contenus de stories qu'on peut publier sur LinkedIn. En fait, la transversalité, c'est ça. Et ça veut dire que mettre une personne par réseau social dans une organisation, c'est compliqué. C'est pas la bonne pratique. Il faut une transversalité du social media manager sur l'ensemble des canaux de communication. Parce qu'on est face à des phénomènes de ce type-là. Alors les stories, je vous montre, hein, vous les connaissez, c'est ça. Des stories qui peuvent être typiques du format stories. Là, c'est Val Thorens, c'est très un exemple connu maintenant, le fameux Snow Report, très adapté à la story. Je fais un état des lieux de mes pistes et de mon domaine skiable et d'ouverture qui dure 24 heures. Bah, c'est parfait, parce que dans 24 heures, je vais en refaire un. Donc la story est parfaitement adaptée sur un contenu snackable, donc le snack, on mange du snack. Et donc on est sur de la consommation un peu futile, un peu rapide. C'est pas des contenus qui vont durer très très longtemps. Par contre, c'est des contenus qui peuvent être extrêmement inspirants et travailler de manière très forte le capital sympathie. Et je vous ai mis le Canada. Le Canada, c'est pas une destination française, mais c'est une destination francophone pour partie. Et le Canada ne se gêne absolument pas pour faire des campagnes extrêmement fortes et dotées de budgets costauds et, comme vous le voyez, d'une créativité aussi costaud et réussie pour chasser sur vos terres. Vos concurrents, ce n'est pas forcément la destination d'à côté. C'est aussi les destinations étrangères.
Combien de touristes partaient en France et vont aujourd'hui au Portugal? Jean-Pierre, tu nous donneras peut-être la réponse, mais je pense beaucoup. Donc, bon, après, il y a d'autres phénomènes comme le fait de prendre l'avion. On en parlait hier, on est dans des rencontres e-tourisme responsables. Donc, l'objectif, c'est pas d'aller chercher des Canadiens qui viennent en France forcément en compensation des Canadiens qui viennent chercher des Français. Mais voilà, les stories ont un capital de séduction extrêmement fort et aussi de transformation, de conversion et de performance. C'est-à-dire que ce n'est pas que de l'image et de la notoriété. Grâce aux stories, évidemment, on le faisait aussi avec des publications traditionnelles avant, mais les stories ont permis d'avoir des résultats très impressionnants. Grâce aux stories aujourd'hui, on a des résultats de la conversion, des clics, des réservations, des ventes. On vend des produits aujourd'hui sur les réseaux sociaux et les stories sont un des leviers pour y parvenir. Vous voyez à droite Tomorrowland Winter qui a eu lieu à l'Alpe d'Huez l'année dernière, enfin cette année, et qui aura de nouveau lieu en 2020. Voilà typiquement un contenu qui va générer dont l'objectif est de générer une vente. Alors je vous le disais, on a largement abordé ce sujet dans l'étude. Je vous fais juste une petite capture. Et puis un dernier pilier, c'est les publicités. Derrière ce schéma compliqué que je vais vous détailler, il y a une offre de Facebook qui s'est considérablement complexifiée et intensifiée sur la possibilité pour les destinations d'utiliser les publicités pour les voyages de Facebook, qui est une offre nouvelle de Facebook. Je dis nouvelle par rapport à l'existence de Facebook, mais ça a déjà plus d'1 an. C'est la compréhension par Facebook de l'écosystème du voyageur. Facebook sait parfaitement qui sont les voyageurs grâce à la géolocalisation. C'est parfaitement identifier les profils. Comme vous le savez, on ne va pas revenir sur les critères, mais Facebook sait énormément de choses. L'écosystème Facebook sait énormément de choses sur nous. Ce n'est pas nominatif, mais c'est dans l'analyse des comportements, notamment parce que la plateforme publicitaire de Facebook est mutualisée entre Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger. Donc si vous parlez de voyage sur WhatsApp, alors ils disent que non, mais si vous parlez de voyage sur Instagram, en tout cas, croyez bien que c'est utilisé dans la plateforme publicitaire de Facebook. Et sur Messenger également. Si vous avez des conversations sur Messenger qui parlent de voyage, vous allez rentrer dans un ciblage de Facebook qui permet d'être actif en tant que destination auprès de ces clientèles-là et d'aller donc de la considération d'un voyage jusqu'au retargeting et à la conversion. Donc c'est le tunnel de conversion publicitaire que permet Facebook. Désolé, c'est un petit peu dur à 9h45 du matin, mais c'est assez important de comprendre qu'aujourd'hui, on vend sur Facebook, on commercialise. Les activités, la commercialisation des activités, je crois que c'est quelque chose qui vous concerne tous, que ce soit vous qui la fassiez ou vos prestataires. Bon, vous aurez un petit peu de lecture. Je vous montre juste. Cette toute-puissance s'exprime aussi par des formats publicitaires de plus en plus nombreux, de plus en plus créatifs et intelligents, par les audiences. Tristan, hier, a donné un atelier sur les social ads, que certains d'entre vous ont peut-être vu. On a déployé, on a analysé, on a étudié ce qui peut se faire aujourd'hui sur le catalogue Facebook et les possibilités de l'écosystème publicitaire de Facebook, qui est très puissant, et dont l'arme ultime est le pixel. Le pixel, c'est quoi? C'est un pixel qu'un développeur place sur la page de conversion de l'objectif que vous voulez atteindre et qui permet au traffic manager, donc à la personne qui est en charge des publicités, ça peut être le community manager aussi, d'optimiser ses campagnes en fonction du résultat. Si votre objectif, c'est de télécharger des brochures, par exemple, ce qu'a fait Savant en Blanc, je crois. Si votre objectif, c'est de générer des leads, des demandes de devis, Tahiti Tourisme fait ça. Vous savez qu'un voyage à Tahiti, ça coûte très cher. Et que Tahiti, depuis toujours, fonctionne sur des demandes de devis. Et l'Office de tourisme aide les agences de voyage à commercialiser des séjours à Tahiti avec des paniers moyens très élevés. Donc, il faut d'abord faire un devis, avoir un commercial au téléphone qui raconte Tahiti, tout ça. C'est une démarche très longue, un voyage à Tahiti.
En générant des leads, on optimise évidemment le volume de voyages à Tahiti. Et le pixel permet de faire baisser les coûts de ce genre de demande. Juste un chiffre, le coût d'une demande de devis pour un voyage à Tahiti, il y a 4 ans, c'était 400 €, le devis, par les canaux d'acquisition traditionnels, avec Google AdWords intégré. Display, publicité, etc. Il fallait mettre 400 € pour avoir une demande de devis, sans même de certitude que ça réserve derrière. Avec le pixel de conversion et les stratégies des campagnes Facebook pour Tahiti Tourisme, c'est 100 €. Le prix a été divisé par 4. Je sais que vous n'êtes pas très concerné par ce sujet de la demande de devis pour certains, mais c'est extrêmement important de savoir que tous les objectifs que vous voulez mener, tous les objectifs, remplir un événement, faire de la billetterie pour Brief Festival, qui est présent dans l'étude, vous avez tous des objectifs. Générer des clics vers votre site web. Tout ceci peut être traqué grâce au pixel Facebook. Et bien sûr, avec une segmentation qui est très forte, mais je l'ai déjà dit. Voilà des exemples de comment on peut atteindre son objectif. Donc là, c'est ça la brochure de Savant Mont-Blanc. Donc l'objectif là, il est sur le téléchargement. Vous avez le bouton télécharger. Et donc on optimise les campagnes en fonction du résultat. On charge des publicités dans Facebook et Instagram. Mettons 10-15 visuels différents, 10-15 accroches de texte différentes. Et l'algorithme publicitaire va faire de l'A/B testing en fonction des visuels, des textes et des formats qui génèrent le plus de téléchargements. Et bien sûr, pour EasyJet, l'objectif, c'est de générer des ventes. Un chiffre, les Méditerranées, qui est un des plus gros resorts camping du sud de la France, 1 € investi, c'est un de nos clients, 1 € investi, 15 € de chiffre d'affaires généré sur Facebook. De l'importance d'avoir aussi des visuels, des campagnes performantes, des gens qui surveillent les campagnes, etc. 1 € investi, 15 € de chiffre d'affaires généré. Alors il y a d'autres choses dans l'étude, on est presque au bout de la conférence, juste on parle de cet aspect de la commercialisation et du rôle de la conversation dans la commercialisation, notamment avec l'île de la Réunion qui fait face à pas mal de crises et qui tempère ces crises, qui a un rôle d'écoute et de conversation très avancé par son équipe et ses community managers. La conversation aujourd'hui repose sur une plateforme essentielle qui est Facebook Messenger. C'est le canal Facebook Messenger principal de contact entre toute personne qui a la moindre demande et vous-même. C'est-à-dire que c'est de rentrer dans les usages. Un utilisateur lambda qui a une question sur votre offre, sur l'ouverture de votre office, sur je ne sais quelle autre question de vacances, de ce qu'on appelle la conciergerie numérique, il va systématiquement se diriger vers Facebook Messenger. La volumétrie de messages reçus sur Facebook Messenger a été, pour la totalité, la majorité des personnes sondées, en très nette, très forte augmentation cette année. Le nombre de messages reçus a augmenté très fortement. Donc on a testé. On est allé voir si tous les community managers et social media managers faisaient bien leur travail. C'était non pas pour la blague, c'était juste pour voir quelle est la réaction moyenne. C'est un indicateur qu'on vous livre chaque année. Chaque année, on mesure la réactivité des community managers, des social managers et des équipes, qui peuvent être des équipes commerciales aussi, puisqu'il y a parfois les personnes à l'accueil qui font le rôle de réponse aux messages reçus. Eh bien, voilà, on a un gros tiers des messages reçus qui sont répondus dans la journée, donc c'est bien, mais on a quand même une bonne partie qui sont aussi pas répondus. Et ça, c'est un peu dommage. Parce qu'il y a des vraies questions qui sont posées et bien souvent, on les voit pas. Il peut y avoir des questions un peu poil à gratter aussi. Il y a des personnes qui vous challenge un petit peu. Voilà, on ne va pas parler des événements récents, mais je pense qu'il y a des destinations qui n'ont pas
qui peuvent connaître des crises, en France aussi. Et évidemment qu'il faut redoubler d'énergie et redoubler d'attention. Val Thorens disait hier, quand ils ont publié leur vidéo Télésiège raclette, ils ont eu 8000 commentaires dans les jours qui ont suivi. Donc imaginez gérer 8000 commentaires, il faut être très armé en fait, aussi sur ce que vous déployez. 8000 commentaires, ça peut tous vous tomber sur le coin du nez si demain matin il y a une marée noire, un avion qui se crache, voilà, ça arrive en fait. Et notamment la montagne ou l'outre-mer qui sont des destinations très exposées au risque, il ne faut pas attendre qu'il y ait une avalanche, qu'il y ait un typhon, pour se préparer à une gestion de crise. C'est ce qu'on évoquait là tout à l'heure avec l'île de la Réunion. C'est que la conversation est l'un des prismes globaux d'une stratégie de gestion de crise extrêmement bien menée et qui passe par la réponse aux messages et à la veille ultra réactive sur les messages reçus sur Facebook Messenger à gauche et aussi sur Instagram. Un dernier point, et on a terminé, c'est que dans notre étude, on ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas ne pas parler, et moi je ne peux plus bientôt parler, du marketing d'influence. On en parlait hier avec Anne, voici une proposition de lecture de qui sont les influenceurs par taille, entre guillemets, par catégorie, juste pour avoir une lecture à peu près de ce qu'on appelle des célébrités, des macro-influenceurs, des nano-influenceurs. Voilà. On a essayé de proposer des catégories de taille. C'est très schématique, bien sûr. Tout le monde ne rentre pas dans des cases, c'est pas possible. C'est juste pour vous donner des ordres de grandeur approximatifs. Les nano-influenceurs, c'est ceux avec lesquels les marques peuvent travailler le plus facilement. Évidemment, dans le tourisme, je crois que tout le monde le fait à peu près déjà. Partager la photo d'un Instagrammeur local, organiser un Instamit, même parfois des photos en interne. On est tous à peu près, pour certains, des nano-influenceurs avec nos petites communautés. Anne de Papy hier se situe plutôt dans la catégorie macro-influenceurs, dans laquelle se trouvent aussi des gens comme Bruno Maltor, comme Worldels, comme des noms que vous connaissez, les Best Jobbers, des gens qui ont sillonné la France, beaucoup. Et donc, l'enjeu est d'abord, avant de se dire je fonce pour travailler avec des influenceurs, je veux faire des blogueurs, comme on l'entend beaucoup, il faut se poser la question bien sûr de l'écosystème, de la compréhension de l'écosystème, du coût qu'il représente. Évidemment, quand on cherche de la notoriété, plus on va aller vers des célébrités comme Norman, Cyprien, Enjoy Phoenix, les gros youtubeurs par exemple. Mais il y a aussi des starlets de la télé-réalité dont je ne parlerai même pas, mais qui ont des chiffres issus grâce à la télé des chiffres de cet ordre-là, et dont il faut se méfier aussi de la qualité de l'audience. Quelqu'un qui sort des Anges ou des Marseillais, je ne suis pas certain que ce soit des super clients pour vous tous, ça dépend. Je n'émets pas d'avis personnel, mais il faut vraiment se poser la question de la qualité de l'audience qu'il y a derrière. Et la qualité de l'audience, c'est aussi bien sûr la triche. On l'a vu hier, la triche est un phénomène et la gangrène aujourd'hui du marketing d'influence, et notamment cristallisée sur Instagram. Et donc on a donné la parole à Worldels, pardon si me regarde, aux Best Jobbers. On a aussi donné la parole à Worldels, mais ailleurs, à Elisa et Max, donc qui ont répondu à une petite interview avec un truc assez intéressant sur le fait qu'aujourd'hui, ils veulent concentrer leurs efforts sur YouTube, avec une prise de position très nette. Désormais, leurs publications vidéo ne seront faites que sur YouTube, parce qu'ils veulent travailler absolument le canal YouTube. Et pour avoir bien sûr collaboré avec eux et avec d'autres, et pour terminer, le marketing d'influence, ce n'est pas très simple. On l'évoque dans l'étude, c'est une stratégie, un schéma. Bien sûr, dans la salle, certains ont déjà bien éprouvé ce schéma. Le voici. C'est un chemin qui peut être un peu sinueux, mais qui est essentiel pour comprendre la mécanique, en fait, de l'activation d'influenceurs qui partent d'abord d'un objectif à atteindre, d'une clientèle à toucher ou d'une production de contenu à réaliser, et qui se terminent toujours par un rapport avec des indicateurs de performance et des résultats et la mesure exacte de ce qu'on a
comme on le fait sur les réseaux sociaux, comme on le fait sur le digital, de ce qu'on a obtenu en termes qualitatifs, évidemment la qualité des contenus, les audiences touchées et bien sûr les engagements qu'on a obtenus au-delà des contenus qu'on a à sa disposition désormais après l'opération. On n'a plus le temps, j'avais une petite vidéo à vous montrer qui a été réalisée, c'est juste pour vous montrer, bon, c'est une vidéo du Tarn qui a été réalisée avec donc un collectif, plusieurs influenceurs différents, influenceurs famille, influenceurs couple. Vous connaissez certainement Romain et Margot, avec une destination qui a souhaité dynamiser très fortement sa stratégie de contenu au terme d'un écosystème très fort et qui a fait appel donc à un casting. Alors, bien sûr, je vous la montre parce qu'on a eu l'occasion de travailler avec eux, mais sur des thématiques d'aventure et d'outdoor, sur des thématiques de culture, de lifestyle, tout ce qui fait le Tarn en fait, y compris bien sûr la famille et les plaisirs de la gastronomie et des rencontres. Voilà. C'est un petit exemple dont on parle aussi dans l'étude, avec d'autres questions stratégiques. LinkedIn devient-il incontournable? Bien sûr, la réponse est oui, mais comment? Est-ce qu'il faut encore avoir un compte Twitter en 2020? La question se pose aussi. C'est quoi l'office de tourisme du futur? Il y a des questions qui sont posées à Guillaume Cromer, à Jean-Luc Boulin. Et comment on vend aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux? Voilà. Désolé, j'ai un petit peu dépassé. L'étude, la voici, elle est ici. Et on a une petite... je redonne le lien si vous voulez la commander. Cette semaine, donc elle est en prix un peu réduit. Et on a une petite animation sur notre stand, pour terminer, qui s'appelle l'étude qui pèse, parce qu'en fait, elle pèse très lourd. C'est 180 pages, c'est lourd. Donc, on a fait un jeu qui s'appelle l'étude qui pèse. Et ça pèse combien? Donc, il y a une balance sur notre stand, juste pour vous montrer, vous ne pourrez pas la peser, mais si vous devinez le poids de l'étude, vous pourrez la gagner. Voilà, n'hésitez pas à passer sur le stand. Merci à tous. Merci beaucoup.